histoire, je dirais, par le bas. Merci pour votre invitation, merci d'être venus aussi nombreux. On est aux Invalides et je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les cérémonies d'hommage aux combattants, aux anciens combattants de Dien Bien Phu et de la guerre d'Indochine et aux victimes de ce conflit qui se sont déroulées donc à quelques dizaines ou centaines de mètres d'ici, dans la cour d'honneur. Et la dernière en date était celle de 2004, la dernière grande cérémonie en hommage aux combattants de Dien Bien Phu a été organisée donc en mai 2004 pour le 50e anniversaire de la bataille. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je trouve que c'est un lieu effectivement qui se prête particulièrement à une telle conférence. Et la guerre d'Indochine est un peu, vous l'évoquiez tout à l'heure, une guerre oubliée, pour reprendre aussi l'expression qu'on accole en général à la guerre de Corée pour les Américains, à laquelle d'ailleurs a participé un bataillon français qu'on retrouve en Indochine. Mais c'est une guerre un peu oubliée, à l'exception, vous le disiez tout à l'heure, de cette bataille que beaucoup d'entre nous, peut-être pas les plus jeunes, il faudra leur demander, ont entendu parler, en tout cas au moins évoquer cette bataille. Donc elle fait un peu figure d'exception dans le paysage historiographique qui n'est pas si riche que cela, sur la guerre d'Indochine en particulier. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été publiés très tôt sur la bataille de Dien Bien Phu, beaucoup d'articles, et plus récemment des colloques universitaires. Et plus récemment, ça veut dire à peu près une dizaine d'années, il y a précisément 10 ans, d'ailleurs, en novembre 2003, nous avions co-organisé avec des Vietnamiens pour la première fois. Alors voilà le programme en vietnamien de ce colloque, un colloque qui a eu lieu à l'école militaire, à quelques centaines aussi de mètres de cet amphithéâtre, et où nous avions accueilli une délégation d'historiens vietnamiens, civils et militaires. Quelques-uns étaient anciens combattants, non pas de Dien Bien Phu, mais de la guerre américaine. Et il y avait dans l'amphi Foch, grand amphi de l'école militaire, nombreuses personnes, plusieurs centaines de participants, et parmi eux, de nombreux anciens combattants de la bataille de Dien Bien Phu, des plus connus comme Général Schmitt, le colonel Allaire, Geneviève de Gallard, etc., au moins connus d'entre eux. Et il y a eu des échanges donc, entre ces anciens combattants et les historiens vietnamiens tout à fait fructueux. C'était la première fois que nous réussissions à évoquer cette bataille, je dirais, entre historiens, entre témoins et historiens. 2 autres colloques allaient suivre ce premier colloque dans la perspective du 50e anniversaire. D'abord à Hanoï, un grand colloque aussi d'histoire sur Dien Bien Phu et la conférence de Genève, qui, cette fois-ci, les rôles étaient un peu inversés. Nous étions une petite délégation française, civile et militaire également, historiens pour la plupart, et nous nous sommes rendus donc à Hanoï, où là, devant nous, effectivement, il y avait un parterre d'étudiants, d'anciens combattants, de journalistes, etc. C'était un des temps forts des cérémonies du 50e anniversaire de cette bataille au Vietnam. Et enfin, nous avons terminé ce parcours, je dirais, de colloques universitaires à Pékin, et c'était tout à fait passionnant parce que, là encore pour la première fois, et peut-être la dernière, en l'occurrence, la bataille a été évoquée dans les moindres détails par les participants vietnamiens et chinois, et vous savez qu'il y a à ce sujet quelques sources de conflits entre eux. Donc nous avons assisté et participé autant que possible à cette réflexion sur les responsabilités de la victoire en particulier. Alors dans cet exposé, je ne répondrai pas à la question devenue célèbre, mais qu'est-on allé faire dans cette cuvette, mais plutôt à celle-ci, pourquoi il a fallu tant d'années avant de pouvoir regarder l'événement en face et d'en partager le souvenir entre les acteurs et les connaissances et le sens entre les historiens. Alors je serais évidemment heureux de répondre à quelques questions à la fin de cette intervention, y compris sur les causes de la bataille, mais je ne vais pas vous en raconter le menu, le déroulement, pour savoir notamment si le choix du général Navarre était une connerie, comme l'a estimé
le général Bijard en son temps, c'était, je me souviens, un duplex auquel j'ai participé avec lui sur iTélé en 2004, ou alors un choix raisonnable tel que le général Giap l'a lui-même estimé en son temps également. Beaucoup d'autres l'ont fait avant moi, mais il me semble plus original de réfléchir à l'impact et à la mémoire de cette grande bataille, et de voir aussi comment cette mémoire a pu influencer la guerre, l'issue de la guerre, et les dirigeants français, vietnamiens, américains, nord-africains, le cas échéant, dans cette période située au carrefour entre la décolonisation, la guerre froide et bien sûr la guerre civile vietnamienne qu'il ne faut pas oublier. Alors, j'essaye aussi en même temps, voilà, de passer donc quelques diapositives que vous connaissez, ce sont des images, donc là, en l'occurrence tournées par le cinéaste Carmen, soviétique, qui a refait le défilé des prisonniers en quelque sorte. D'abord, le bilan humain de la bataille. Il n'y a pas vraiment de consensus sur les pertes du 13 mars au 7 mai, la durée proprement dite de la bataille. Environ, on va arrondir les chiffres, ils sont souvent différents d'une source à l'autre. 4000 tués et disparus, dont les déserteurs qui appartenaient en majorité aux unités Thaï, environ, du côté français bien sûr, enfin de l'Union française, environ 10 000 prisonniers entre les mains du Viet Minh, entre 20 000 et 30 000 morts, blessés et disparus dans l'autre camp, dans le camp Viet Minh, dont 10 à 12 000 tués, mais là encore ce sont des estimations qui n'ont jamais été éprouvées, je dirais, par les historiens sur sources primaires, sur les archives vietnamiennes. Donc on a une marge d'erreur qui est quand même assez importante, mais tout de même l'estimation vous donne une idée de l'importance des pertes dans le camp vietnamien, entre 20 000 et 30 000 morts disparus sur 50 000 combattants, c'est énorme. 50 000 combattants réguliers, je reviendrai sur les chiffres tout à l'heure. Sur les 10 000 prisonniers de l'Union française, débute alors un long calvaire, la marche vers les camps et la lutte pour la survie. Environ 3 300 seront rendus en septembre 1954 au commandement français. Donc la mortalité de ces prisonniers a été importante, moins cependant qu'il n'a été dit ou écrit. Dans ce fameux colloque de novembre 2003 à l'école militaire, nous avions demandé à un expert des pertes de guerre de faire un peu le point, et il avait nuancé les valeurs habituellement citées. Par exemple, donc 94% des officiers ont été libérés, 82% des sous-officiers prisonniers donc dans les mains du Viet Minh ont été également libérés. En revanche, la mortalité a été plus importante parmi les militaires du rang, mais donc il faut nuancer les valeurs qu'on cite habituellement, qui se situent entre 50 et 75% de décès parmi les prisonniers de Dien Bien Phu. Pourquoi faut-il les nuancer? Parce qu'on inclut généralement les déserteurs et les disparus. Or, sur la proportion des 10 000 que j'évoquais tout à l'heure, il y a plus de 3 000 prisonniers, 3 300 prisonniers d'origine indo-chinoise, vietnamienne, cambodgienne et laotienne, qu'on a estimés morts, alors que pour la plupart, ils ont été intégrés de gré ou de force dans les rangs de l'armée populaire du Vietnam. Quoi qu'il en soit, le haut commandement était décidé à rester discret sur les pertes parmi les prisonniers, parce que chez nous aussi, il y avait eu des exécutions sommaires, notamment de gardiens vietnamiens, que nous avions donc dans nos rangs, dans les rangs du corps expéditionnaire de l'armée nationale du Vietnam que nous avions créé, donc sur les prisonniers vietnamiens communistes de l'autre camp que nous détenions à l'époque. Quelle est la situation militaire après Dien Bien Phu? Contrairement à une opinion répandue, la guerre ne prend pas fin à Dien Bien Phu. L'analyse du rapport des forces à l'issue de cette bataille a fait l'objet d'appréciations différentes, parfois même franchement contradictoires, et je vais essayer de vous les résumer un petit peu. Alors, bien sûr, l'armée populaire du Vietnam, donc l'armée du Viet Minh, est sérieusement étriée. Les unités, je vous ai cité les chiffres des pertes, les unités d'élite ont été évidemment affaiblies, et on sait que cette armée aura besoin de plusieurs semaines pour récupérer d'une telle victoire. Et puis il y a dans la population une lassitude aussi de la guerre qui dure depuis 1946, voire 1945. Mais bien sûr, les gains
politiques, psychologiques d'une telle victoire sont décisifs. C'est la première victoire selon le modèle occidental de la guerre, la première victoire dans une bataille conventionnelle, même si la guérilla a continué de jouer un rôle, et bien sûr le Viet Minh a l'ascendant à l'issue de cette victoire. Il faut aussi rappeler que une victoire ne se joue pas seulement sur le front militaire, mais aussi sur le front politique et diplomatique. Et de ce point de vue, la conférence de Genève, qui a été ouverte donc en 1953, puis en février 1954, s'ouvre précisément sur l'Indochine le 8 mai 1954. Donc pour le Viet Minh, ça ne pouvait pas tomber mieux. La victoire a été recherchée précisément pour la faire coïncider avec l'ouverture des débats dans le cadre de la conférence de Genève sur l'Indochine. Auparavant, on avait discuté de la Corée et de la situation de la péninsule coréenne. Alors, d'après les nombreux rapports militaires français, l'armée populaire du Vietnam a retrouvé sa mobilité assez rapidement et à nouveau fait peser une menace sur le delta donc du fleuve Rouge, dans le nord. Là, vous voyez Hanoï en caractère gras, qui se situe donc sur ce delta principal, au point que le haut commandement a décidé le 30 juin, donc moins de 2 mois après la défaite, en l'occurrence de Dien Bien Phu, le déclenchement d'une grande opération, l'opération Auvergne, qui a été préparée dans le plus grand secret pour rétracter le dispositif stratégique français sur la zone méridionale du delta, au sud de Hanoï et de Haiphong. Et l'idée, c'était évidemment d'éviter d'être pris au dépourvu, d'être pris dans une sorte de nasse en cas d'évacuation précipitée du Tonkin au nord vers la Cochinchine au sud. Alors, je vous parlais de divergence. L'un de ceux qui pensent que la situation n'était pas si catastrophique, c'est le colonel Rocoll, qui a écrit un des premiers ouvrages d'histoire. Il était militaire, colonel, mais en l'occurrence historien et bon historien, et il écrit cela dans son ouvrage. Il n'apparaît pas que l'évacuation immédiate d'une partie du delta s'imposait sur le plan militaire. Le sentiment d'une infériorité stratégique s'était substitué à une évaluation réaliste des possibilités du Viet Minh. Son jugement a été, je dirais en quelque sorte, accrédité, si on peut dire, par les mémoires de Khrouchtchev. Alors Khrouchtchev évoque la fin de la bataille de Dien Bien Phu, il dit notamment que les experts insistaient sur une conclusion rapide de l'armistice, car les pluies allaient rendre les routes impraticables. Donc tout ravitaillement des divisions du Viet Minh par l'étranger serait impossible, ce qui pourrait modifier la situation militaire au profit de l'adversaire qui possédait les routes et les ports pour son ravitaillement. On peut dire aussi que l'URSS avait tout intérêt à noircir la situation pour valoriser son propre rôle et surtout sa politique de coexistence pacifique avec les États-Unis à l'époque. Au contraire, les sources vietnamiennes suggèrent que pour Hanoï, la bataille de Dien Bien Phu, décidée dans le cadre d'un plan d'intensification générale des opérations militaires, n'a pas supprimé d'un coup tous les obstacles, mais qu'elle a permis de sortir de l'impasse dans laquelle elle s'était trouvée à l'automne 1953 et de faire pencher la balance des forces en faveur du Viet Minh. Et du point de vue français, l'opération Auvergne a été motivée par des analyses pessimistes. Le colonel Langlais, l'ancien commandant de la défense sur Dien Bien Phu, dont il fut d'ailleurs l'un des héros, entre guillemets, confia à un journaliste quelques semaines après la bataille, je le cite, « On a couramment prétendu que la guerre d'Indochine n'était pas perdue après Dien Bien Phu. Je ne suis pas de cet avis et reste persuadé qu'après la bataille, la situation était sans issue au Tonkin. » Et les documents rédigés à la fin et après la bataille accréditent aussi cette conclusion, qu'il s'agisse du rapport du général Navarre, envoyé au gouvernement le 6 mai, celui du général Elie, envoyé en mission d'inspection en Indochine quelques semaines plus tard, de l'appréciation des services américains aussi qui étaient sur place. À peu près tous, soulignent la précarité des positions françaises au Tonkin
à l'issue de la bataille de Dien Bien Phu, fatigue excessive des troupes, pourrissement, entre guillemets, avancé de l'ensemble du Tonkin, capacité du Viet Minh à rassembler dès le début du mois de juillet tous les moyens nécessaires à une attaque en force du delta. Et le général Giap, d'ailleurs, confirme dans ses mémoires qu'il a songé à cette offensive générale sur le delta, c'est ce que redoutait évidemment le haut commandement français, et qu'il en a sans doute été dissuadé, à la fois pour préserver l'issue des négociations qui étaient en cours, et peut-être aussi, on n'a pas de preuves avérées, mais on peut le subodorer, sur les pressions des alliés soviétiques et chinois, pressions qui étaient assez fortes et dont on pourra reparler après. Et je termine par un témoignage, celui de Jean Chauvel, qui était le principal négociateur de la conférence de Genève, délégation française. Il écrit le soir du 20 juillet, « La situation militaire existant au 20 juillet était des plus précaires, nous étions hors d'état de tenir Hanoï. Le commandant nous a fait savoir que l'envoi même de 2 divisions du contingent, c'est d'ailleurs une hypothèse qui a été sérieusement étudiée, n'eût pas permis de conserver la capitale du Tonkin. La ville pouvait être coupée de Haiphong, le port, en un jour. En cas d'échec de la négociation, Hanoï eût été attaqué. » Donc on a quand même une vision assez pessimiste de la situation, au moins dans le nord du Vietnam. Dans le sud, la situation n'est pas plus brillante. On constate un niveau de désertion inégalé parmi les militaires de l'armée nationale du Vietnam, donc l'armée vietnamienne, à laquelle nous avons que nous avons contribué à faire naître. 6000 désertions entre janvier et le début de la bataille, la chute du corps Entrochet le 7 mai 1954, donc en 4 mois à peu près, 25 000 entre le 7 mai 1954 et la signature des accords de Genève, 21 juillet 1954. Donc on a également une situation relativement alarmiste, et quand je disais que la guerre ne prend pas fin à Dien Bien Phu, j'en veux aussi pour preuve une gigantesque embuscade qui a été tendue par l'armée populaire dans le sud donc du Vietnam, entre An Khe, où on avait établi un autre camp retranché, et Pleiku, donc c'est les hauts plateaux du sud que vous avez en gros sur cette carte. Et le 24 juin 1954, moins de 2 mois après la défaite à Dien Bien Phu, le groupe mobile 100, 3500 hommes, 240 véhicules, en colonne continue et sans soutien aérien, tombe dans une grande embuscade. La plupart des hommes, à peu près 1000 soldats sont faits prisonniers, tous les véhicules sont détruits, enfin c'est une embuscade qui est un succès décisif aussi pour l'armée populaire, et qui d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ce film américain sur la bataille de Ia-Drang, We Were Soldiers, nous étions soldats, un film qui est sorti en 2002, constitue la scène introductive en fait de ce film. Donc les Américains ont été plus sensible à cet épisode que nous, on l'a assez largement oublié, alors qu'il a été assez traumatique. Le fait est que la conférence de Genève consacre la fin de la guerre d'Indochine. Un mois plus tard, donc le 21 juillet 1954, les prisonniers vont apprendre, les prisonniers qui sont retenus dans le nord du Vietnam, dans le nord tonkin, vont apprendre que la conférence a été un succès, que le cessez-le-feu doit intervenir le 27 juillet au nord-Vietnam, le 1er août au centre et le 11 août au sud-Vietnam, et que tous les prisonniers vont être libérés. Alors évidemment, c'est un choc pour eux et un soulagement, on peut le concevoir. Et cette guerre qui a commencé en 1945, ça s'achève enfin. 500 000 victimes du côté vietnamien, civils et militaires, près de 100 000 morts dans les rangs de l'Union française, dont à peu près 20 000 Français et 1900 officiers français. Pour les 13 700 internés et prisonniers de guerre qui vont être libérés à l'issue de ces accords par le Viet Minh, entre parenthèses contre 67 700 par les Français, prisonniers vietnamiens par les Français, c'est la fin d'une captivité douloureuse. Et c'est le début aussi d'un exode, vous le savez, de plusieurs centaines de milliers de Vietnamiens du Nord vers le Sud,
puisque les accords de Genève ont décidé la partition provisoire. Ce n'est pas une frontière, comme on peut lire parfois par erreur dans certains ouvrages, c'est bien une ligne de démarcation provisoire qui est censée donc s'imposer aux Vietnamiens pendant 2 ans, et à l'issue de ce délai, des élections générales doivent procéder à la réunification du Vietnam. Et à l'époque, bien sûr, tout le monde, y compris les services américains, savent que les élections seront un succès pour le Viet Minh qui vient d'être auréolé de cette victoire à Dien Bien Phu. Alors pour ces 200 000 Vietnamiens du Nord qui vont rejoindre le Sud par bateau ou par avion, débute donc un exil assez douloureux pour beaucoup d'entre eux, parce que c'est un déracinement pour ces familles, parfois aussi des divisions, des séparations au sein même des familles. Donc on commence à avoir quelques témoignages sur cette période au Vietnam. Et puis vous savez peut-être aussi qu'un certain nombre de femmes vietnamiennes avec leurs enfants, souvent des Eurasiens, des femmes qui avaient eu des enfants avec des militaires français morts au combat ou qui ont abandonné tout simplement leur famille, eh bien sont rapatriées dans quelques camps militaires français qui deviendront d'ailleurs leur village en quelque sorte, notamment dans le Lot-et-Garonne, à Sainte-Livrade-sur-Lot et dans l'Allier à Noyant. Et ce sont des camps qui existent encore aujourd'hui, qui ont mis près de 50 ans, enfin on a mis près de 50 ans à les rénover, à les prendre vraiment en considération, et un conseil scientifique pour le camp de Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis en place par le préfet pour essayer de construire, de bâtir un lieu de mémoire sur place. Voilà. Alors, je passe rapidement sur la conférence de Genève, mais il faut retenir que c'est un armistice plutôt qu'une paix, ou on peut parler aussi d'une fausse paix, parce que cette principale clause politique, en gros, les accords de Genève, vous avez des clauses militaires, des clauses politiques, c'est une série d'accords signés par les hauts commandements des deux puissances des deux adversaires, en l'occurrence la France et la République démocratique du Vietnam. Et le seul problème, c'est que ces accords, sur le plan politique, engagent le Sud-Vietnam, le gouvernement de l'État associé du Vietnam, comme on l'appelait à l'époque. Or, ce gouvernement est radicalement contre, une réunification sous l'égide communiste. Donc il va tout faire pour s'opposer à la réunification, à ces élections dont beaucoup pressentent qu'elles seront une victoire du Viet Minh, et bien sûr tout faire avec le soutien déterminant des États-Unis. Ce gouvernement, il a changé après Dien Bien Phu. Et ça, c'est aussi important, c'est souvent sous-estimé par les observateurs. Un nouveau Premier ministre a été nommé, Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem, c'est un nationaliste intransigeant, farouchement anticommuniste, intègre, qui a été, qu'on présente souvent comme l'homme des Américains. Alors là, je suis revenu un peu dans les archives pour nuancer singulièrement cette appréciation, parce qu'il a bien été soutenu, et peut-être on peut aller jusqu'à dire mis en place par les Français, pour des raisons qui sont directement liées à Dien Bien Phu. Et je vais revenir très vite sur cet épisode parce qu'il est peu connu. À l'issue de la défaite à Dien Bien Phu, donc le gouvernement Laniel, président du Conseil, Bidault, ministre des Affaires étrangères, se disent qu'il est temps de concrétiser enfin donc l'indépendance de cet État associé du Vietnam que les Français ont fait naître à la fin des années 40 pour contrebalancer le régime communiste mis en place par Ho Chi Minh en 1945, la République démocratique du Vietnam. Et il pense que Diem est l'homme de la situation, est l'homme qui va, par sa détermination, son nationalisme, son anticommunisme, catalyser le nationalisme vietnamien en opposition à celui qu'incarne Ho Chi Minh, et surtout catalyser l'aide américaine, parce qu'on sait que Diem a des connexions étroites avec les Américains, et il a vécu plusieurs années aux États-Unis.
Donc là, on a une conséquence directe de la défaite de Dien Bien Phu sur la scène politique intérieure vietnamienne qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui et qui va avoir évidemment des conséquences à plus long terme. Quant à la France, elle est sortie affaiblie, évidemment, de la défaite de Dien Bien Phu, de la perte de l'Indochine entérinée par les accords de Genève. Elle va tourner assez vite la page de l'Indochine, procéder au retrait de ses troupes, du corps expéditionnaire français du Vietnam, qui est pratiquement acté au printemps 1956, donc assez rapidement, et procéder aussi et surtout au transfert de souveraineté qu'elle entend donc concrétiser pour fortifier l'indépendance de l'État associé du Vietnam. Donc c'est la fin de l'Indochine française, mais pas de la présence française en Indochine, parce que un certain nombre d'intérêts économiques et culturels vont subsister et même se développer au sud Vietnam, en dépit de tout ce que vous savez, c'est-à-dire de la présence massive, de plus en plus massive des Américains, de l'ouverture à une certaine concurrence asiatique, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner aussi, parce qu'on a tendance à considérer qu'après Dien Bien Phu, après Genève, tout est fini, la France n'existe plus en Indochine, et c'est faux. Et la France continue d'avoir une influence, y compris dans le domaine politique, et c'est sur cette influence-là que le général de Gaulle, 10 ans plus tard presque, jouera pour revenir en quelque sorte sur la scène politique indo-chinoise face dans un autre contexte, celui de la guerre américaine. Après Dien Bien Phu, c'est aussi une conséquence directe de la défaite française et de la signature des accords de Genève, ce sont malgré tout les Américains, sur le plan politique et militaire, qui vont prendre le relais. Et la France cède d'autant plus facilement, même si ce n'est pas sans tension, c'est évident, mais d'autant plus facilement que la situation financière est délicate, que la défaite, bien sûr, donne naissance à un syndrome. On veut oublier tout cela, tourner la page, se tourner vers d'autres horizons, notamment l'Europe, et notamment aussi quelque chose qu'on n'avait pas prévu, l'Afrique du Nord, l'Algérie. Et entre le 7 mai 1954 et le 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge, le déclenchement de la guerre d'Algérie, qu'on n'appelait pas comme cela, vous le savez, à l'époque, eh bien, il y a plus qu'un lien, qu'une vague relation. Il y a un lien de cause à effet direct. Et là, on a des témoignages des responsables, des anciens responsables du Front de libération nationale, le FLN algérien, qui sont très clairs. En Afrique, donc dans un contexte un peu d'effervescence aussi, des nationalismes d'abord tunisiens et marocains et ensuite algériens, le mouvement nationaliste algérien était particulièrement divisé depuis d'ailleurs 1945, depuis la répression sanglante des manifestations de Sétif et Guelma. Et ces divergences, ces divisions vont progressivement s'estomper à la faveur de la victoire vietnamienne à Dien Bien Phu. Elle agit en quelque sorte comme un détonateur pour les partisans de la solution militaire, les partisans de l'emploi de la force contre la présence française en Algérie. Les anciens responsables ont témoigné, je pourrais vous en citer quelques-uns. Il y a toute une tradition de contact entre nationalistes vietnamiens et algériens qui remonte au moins à Ho Chi Minh, qui a rencontré plusieurs fois Ferhat Abbas, Messa Ali Hadj, voilà, des grandes icônes du mouvement nationaliste algérien. Mais on le sait maintenant qu'il y avait aussi une réflexion et probablement des échanges qui nous échappent encore entre effectivement les stratèges vietnamiens et les stratèges algériens qui réfléchissaient déjà aux moyens de déclencher effectivement, en tout cas de mettre un terme à la présence coloniale de la France. Et donc Dien Bien Phu est vraiment le détonateur de la Toussaint Rouge, l'électrochoc qui va permettre de convaincre ceux qui, au sein des responsables du futur Front de libération nationale algérien, étaient encore réticents à l'usage de la force, au recours en tout cas à la guérilla, à la force militaire contre les Français.
Et plus largement, je pense que là, c'est quelque chose qui nous échappe largement, comme quoi on a encore beaucoup de choses à étudier, c'est l'impact de Dien Bien Phu dans le tiers-monde. Au-delà de l'Afrique du Nord, il y a des mouvements aussi de libération nationale un peu partout, en Amérique latine, etc. C'est une époque, on est dans pleine décolonisation, reconstruction des États-nations, etc. Et tant en Afrique qu'en Amérique latine ou ailleurs en Asie, évidemment une victoire, cette victoire emblématique d'une puissance, enfin d'un pays en l'occurrence, sur une puissance coloniale, ne peut pas rester indifférent. Alors qu'en est-il précisément de la mémoire de l'événement? Ce sera le deuxième volet de cette intervention. De la mémoire de cet événement et surtout, je dirais plutôt des mémoires en fait de l'événement, parce qu'il y a Dien Bien Phu a suscité une mémoire très ambivalente, une mémoire positive et une mémoire négative. Et je vais revenir un petit peu sur cette ambivalence de la mémoire à propos de Dien Bien Phu, tant en France qu'aux États-Unis éventuellement, plus brièvement, et au Vietnam plus longuement. La négative, c'est bien sûr la mémoire de la défaite humiliante. La positive, celle de la défaite héroïque, si on prend le point de vue français. Ces deux mémoires ne sont pas forcément antagonistes. Elles peuvent entrer en concurrence, parfois même au sein d'un même groupe politique ou social, comme l'armée, comme les milieux politiques. On peut se demander comment la mémoire positive de la bataille s'est forgée autour du mythe héroïque, au cœur même de la bataille. C'est ce que je vais vous montrer. Puis s'est renforcée au cours des décennies, et comment elle a occulté, sans pour autant la réduire au silence, la mémoire négative. D'abord l'évidence, la mémoire d'une défaite humiliante. Dien Bien Phu est très vite devenu le paradigme de la défaite humiliante. En pleine guerre d'Algérie, lors de la fameuse tournée des Popotes, le général de Gaulle promet qu'il n'y aura pas de Dien Bien Phu. Lors de la bataille de Khe Sanh, vous savez, en janvier 1968, en marge de l'offensive du Tet, qui a cette fois-ci ébranlé la volonté de combattre des Américains. Lors de la bataille de Khe Sanh, Johnson, obsédé à son tour par la crainte d'une telle répétition, tempête qu'il ne veut, je cite, à aucun prix de ce fichu Dien Bien Phu. Le 4 avril 2003, 5 jours avant la chute de Bagdad et celle du régime de Saddam Hussein, le ministre de la formation irakien menace les troupes de la coalition, soi-disant encerclées dans l'aéroport Saddam Hussein, d'un nouveau Dien Bien Phu. Plus récemment encore, si je prolonge la chronologie, dans le débat franco-français sur l'engagement militaire des Occidentaux en Afghanistan, le spectre d'une défaite spectaculaire et humiliante a réapparu. Certaines voix se sont inquiétées, vous vous rappelez peut-être, du risque de voir cette guerre se solder par un nouveau Dien Bien Phu. Donc on voit ressurgir périodiquement ce spectre, une défaite humiliante, et en France comme dans le reste du monde, la mémoire négative de Dien Bien Phu est restée forte, prégnante. Elle peut être évidemment instrumentalisée à des fins politiques, mais en tout cas elle n'a jamais totalement effacé la mémoire héroïque. Alors cette mémoire héroïque, elle est aussi revendiquée dans un certain nombre d'épisodes, de pays. Par exemple, lors du conflit israélo-palestinien de 2006, un éditorialiste libanais invoque un Dien Bien Phu arabe, dont, je cite, « l'issue est cruciale pour rendre la dignité aux peuples arabes éloignés du fait politique à cause des régimes policiers ». Plus près de nous, et là vous vous en souvenez très certainement, le 18 août 2008, 10 soldats français disparaissent à l'est de Kaboul, dans la vallée d'Uzbin, dans cette meurtrière embuscade tendue par les talibans, la plus meurtrière depuis le début de l'engagement des Français en Afghanistan. Et la mort de ces jeunes soldats s'est vue aussitôt inscrite dans la tradition du sacrifice héroïque. L'armée et l'agence France-Presse n'ont pas manqué de rappeler dans leur exposé des faits que le régime d'élite dont était issue la majorité de ces soldats et des victimes, en l'occurrence le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de Marie, 8e RPIMA, était l'héritier direct du 8e régiment de parachutistes coloniaux
8e BPC, fondé en Indochine en 1951 et dissous le 19 mai 1954, après que la quasi-totalité, je cite l'allusion à Dien Bien Phu, après que la quasi-totalité de ses membres eurent été tués ou faits prisonniers à Dien Bien Phu au terme d'une résistance héroïque. Donc on a encore cette filiation du symbole de l'héroïsme militaire français. Alors, peut-être pour éclairer un petit peu ce mythe de la défaite héroïque et de la défaite repoussoire, peut-être faut-il revenir aux sources du mythe. En quoi l'événement, en quoi Dien Bien Phu est un événement singulier et pourquoi il a été instrumentalisé en fait très tôt, on peut dire pendant la bataille, c'est tout à fait clair. Il est singulier cet événement d'abord par le lieu où il se produit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le fréquenter. C'est un lieu qui frappe l'imagination par ses dimensions. C'est une vaste plaine de 16 km sur 9 qui est bordée donc, dans la haute région tonkinoise, donc au nord-ouest que vous avez ici, et qui est bordée donc de moyennes montagnes, hautes collines, sur une ligne de crête pratiquement continue. Et Dien Bien Phu est situé, comme vous le voyez sur cette carte, donc aux confins du Laos. On est tout près de la frontière avec le Laos. C'est une région qui n'est pas peuplée traditionnellement de Viet, de l'ethnie majoritaire du Vietnam, mais de minorités. Il y en a un certain nombre, mais les plus connus sont les Hmong et les Thaïs. Et c'est déjà pour ces minorités un lieu mythique. Dien Bien Phu est le lieu en fait où vivent leurs dieux. Dans la mythologie, notamment des populations thaïs qui y situent donc leur origine commune. Donc c'est un lieu qui est déjà en soi mythique pour ces minorités qui ont joué un rôle dans la bataille des deux côtés, je dirais, ont été instrumentalisés, enrôlés à la fois par les Français et par les Vietnamiens de l'armée populaire du Vietnam. Alors, c'est évidemment un lieu qui frappe effectivement, qui est assez loin d'une grande ville, et a fortiori de la capitale, de Hanoï, 400 km en vol d'oiseau, c'est quand même assez excentré, très éloigné bien sûr des bases du corps expéditionnaire français, mais Dien Bien Phu était tout autant éloigné des bases de l'armée populaire du Vietnam. Et bien sûr, on a considérablement sous-estimé, mais je ne m'étendrai pas parce que c'est connu, la capacité de cette armée, du général Giap en particulier, qui en était le commandant en chef, de transférer toute la logistique nécessaire à l'entretien d'une force aussi considérable dans une autre région difficile d'accès et au climat aussi difficile pour les Vietnamiens que pour les Français. Les conditions de la bataille sont marquées par une exceptionnelle concentration de troupes, une concentration de troupes sans précédent dans cette guerre, qui est une guerre sans front, où globalement les Vietnamiens évitent l'armée française quand elle est solidement implantée quelque part. D'un côté, vous avez 12 000 hommes, côté français, des troupes d'élite du corps expéditionnaire français. De l'autre, 50 000 hommes des meilleures divisions de l'armée populaire du Vietnam, mobilisés par général Giap, commandant en chef, pour remporter une victoire décisive, en liaison avec la mission militaire chinoise qui entourait le général Giap ainsi que Ho Chi Minh sur le plan politique, et avec le soutien sans précédent de plusieurs centaines de milliers de travailleurs civils dans le domaine de la logistique et du ravitaillement. Donc on a effectivement des proportions extrêmement importantes. Autre caractéristique qui joue aussi dans les origines du mythe, c'est le fait que la bataille a été très fortement médiatisée. C'est-à-dire un rare moment de la guerre d'Indochine où les médias s'emparent du sujet. Et en dépit, vous le savez, de l'absence d'images, puisque Pierre Schoendorfer était fait prisonnier, a perdu ses pellicules, tout ce qu'il avait tourné sur place. C'est donc pour nous une bataille qui reste une bataille sans images. Pour les Vietnamiens, je crois qu'ils ont des caméramans qui étaient sur place et ils ont quelques images, mais en fait la plupart des documentaires qu'ils présentent sont des images reconstituées après la bataille. Donc je pense qu'effectivement là on a beaucoup de mal à trouver des images d'origine.
En tout cas, dans la presse écrite française, les actualités françaises qu'on diffusait à l'époque dans les salles de cinéma ont couvert toute l'opération Castor, l'opération qui permet donc aux parachutistes notamment de reprendre possession du site de Dien Bien Phu, le parachutage des premières unités sur le site, la construction du formidable, vous savez, Hérisson, comme on l'appelait à l'époque, le camp retranché, cette base aéroterrestre extrêmement puissante. Et donc les médias ont contribué à véhiculer ce sentiment de puissance, de sécurité, de confiance dans le camp français. À tel point que chacun attendait le choc avec enthousiasme, avec impatience. On a beaucoup de lettres de soldats, etc., qui montrent qu'on était très confiants et qu'on attendait le choc avec l'impatience, vous savez, du fameux désert des Tartares. Et finalement, quand le fait que la conférence de Genève se soit ouverte avant le déclenchement de la bataille, le fait qu'elle s'achève le lendemain de la victoire vietnamienne décuple aussi l'enjeu de la bataille. Donc on a là des caractéristiques qui sont effectivement singulières et qui expliquent au moins en partie l'origine de ce mythe. Le caractère mythique tient aussi au résultat de la bataille, bien sûr, puisque là, on va se placer du côté vietnamien. Dien Bien Phu est une victoire totale, refondatrice pour cet État parti qui ambitionne effectivement de réunifier le Vietnam sous son égide. Elle scelle le succès d'un régime qui, depuis 1945, entend incarner, je reprends l'expression d'un grand orientaliste français de l'époque, qui était le conseiller politique du général Leclerc, en 1945, le mandat du ciel, autrefois dévolu aux empereurs. Dien Bien Phu va contribuer à légitimer l'idéologie nationale communiste dont ce régime se réclame. Donc là aussi, on ne peut pas comprendre l'importance de cette victoire vietnamienne sans tenir compte effectivement de cet effort que les dirigeants vietnamiens, fussent-ils communistes, ont entrepris depuis au moins le début des années 1940, sinon depuis plus longtemps. Et bien sûr, les efforts gigantesques, les très lourdes pertes que j'évoquais tout à l'heure, vont imposer aux dirigeants de faire une pause dans le domaine militaire, mais je l'ai dit, donc l'ascendant est définitivement de leur côté. Alors, comment la France... Alors, Dien Bien Phu est évidemment une défaite majeure qui va geler en quelque sorte toute politique indépendante de la France dans la région, et elle va conduire à un alignement sur les positions américaines. Pendant une petite dizaine d'années, on laisse les Américains effectivement exercer le leadership en Asie du Sud-Est. Pierre Mendès France le reconnaît dès septembre 1954, il le dit très, très clairement aux Américains, et en décembre, on leur abandonne pratiquement l'entraînement des forces armées vietnamiennes, donc de l'armée nationale du Vietnam, que nous avions créée quelques années auparavant. Il faudra attendre la fin de la guerre d'Algérie, en définitive, 1962-1963, pour voir le général de Gaulle renouer avec une politique indépendante dans la région, et une politique, cette fois-ci, qui retiendra les leçons de la guerre d'Indochine, une politique médiatrice. On va se poser effectivement en médiateur en quelque sorte, le mot est un peu fort, en facilitateur, en intermédiaire si vous préférez, entre d'une part les Vietnamiens et d'autre part les Américains. Et donc les premières déclarations fortes du général de Gaulle datent de 1963, c'est pas un hasard, il a fallu effectivement qu'il règle d'abord la guerre d'Algérie dans les conditions que vous savez. Vous reconnaissez, je pense, Geneviève de Guélard. Justement, alors ça renvoie à une sorte de mythe compensateur. C'est comme ça que je le qualifie du point de vue des autorités françaises et américaines. Vous allez voir pourquoi. La construction de ce mythe héroïque autour des combattants du Dien Bien Phu, auquel d'ailleurs un certain nombre de survivants ont du mal à s'identifier. Vous en avez peut-être rencontré, moi j'en ai rencontré pas mal dans le cadre d'une enquête orale que j'avais menée pour
un ouvrage parle de Dien Bien Phu il y a une dizaine d'années, et beaucoup d'entre eux me disaient qu'ils ne se reconnaissaient pas dans cet héroïsme, et au contraire d'ailleurs soulignaient d'autres aspects de la bataille qui permettent de l'historiciser, ce qui est aussi notre tâche. Mais en tout cas, ce phénomène donc, de mythification de la bataille est contemporain de la bataille elle-même. Et elle est très clairement voulue par le haut commandement et les autorités politiques. Après la destruction de la piste d'aviation, qui était en quelque sorte le poumon du camp retranché à Dien Bien Phu, le haut commandement a compris que l'issue de la bataille était pratiquement scellée. Et si on voulait éviter, si on ne pouvait pas éviter la défaite, ni convaincre les Américains de faire intervenir leur aviation, vous savez, c'est le fameux projet Vautour qui a été à un moment évoqué par le gouvernement français en liaison avec les Américains, il importait en tout cas d'atténuer la portée de la défaite. Donc le gouvernement va s'employer à minorer les enjeux de la bataille très vite, alors qu'auparavant on en faisait le choc décisif. Ça devient une petite bataille secondaire sur un front qui est extrêmement négligeable par rapport à l'ensemble du théâtre indochinois. Et on va mettre en valeur très tôt l'héroïsme des combattants de l'Union française, en réalité, à l'époque, limité aux seuls combattants français. Alors que vous savez que les Français n'étaient que 25% à peu près des effectifs. Les Français métropolitains, il faut être précis, n'étaient que 25% de l'effectif total des troupes à Dien Bien Phu. Les autres étaient africains, nord-africains, indo-chinois, vietnamiens, cambodgiens, là aussi un Thaï, et j'en passe. Et la presse, Paris Match, l'Aurore en tête, vante le courage des blessés qui repartent en combat, brosse des portraits dithyrambiques du général de Castres et de certains de ses subordonnés, Bijard évidemment, et de celle qui est présentée comme la seule femme du camp retranché, Geneviève de Galard. Et pour les journalistes, la bataille des Dien Bien Phu devient assez vite un Verdun tropical. Alors là aussi, l'allusion à Verdun est assez intéressante. Verdun est quand même une victoire, même chèrement payée, mais une victoire. Et là, on est dans le cadre de ce qui va devenir une défaite, et on revendique effectivement, on s'inscrit dans la glorieuse tradition de la résistance face à l'envahisseur, etc. Donc on inverse un peu la perspective, en quelque sorte, par rapport au Verdun que nous avons connu sur le territoire français. Quelques minutes avant que tout ne soit fini, le général Cony, qui était responsable des forces terrestres du Nord-Vietnam, insiste auprès du général de Castres pour qu'aucun drapeau blanc, symbole par excellence de la capitulation, ne vienne ternir la pureté de ce combat magnifique, je cite, dans un ultime échange radio dont l'enregistrement est parvenu jusqu'à nous, en dépit de quelques petites coupures. Le soir du 7 mai, Dien Bien Phu est devenu la capitale de l'héroïsme, comme l'écrit Paris Match, et l'héroïsme des combattants est l'un des rares objets de consensus dans les milieux politiques et militaires qui s'entredéchirent sur les responsabilités de la défaite, au point qu'un certain nombre de procès auront lieu, notamment, ça n'a pas été jusqu'au procès, mais il y a eu quand même quelques échanges aigres-doux entre Navarre et Cony, vous le savez peut-être. Seuls les députés communistes ont refusé de se lever donc, à l'Assemblée nationale pour rendre un hommage particulier aux combattants, aux victimes à Dien Bien Phu à l'époque. Alors, il y a aussi une commission d'enquête, vous le savez, donc en décembre 1955, qui est présidée par le général Catroux, et qui remet au gouvernement un rapport secret, relativement équilibré d'ailleurs, sur les causes et les responsabilités de la défaite à Dien Bien Phu. Mais ce qui m'intéresse, donc, c'est l'héroïsme, l'insistance sur l'héroïsme. Et là, je cite un extrait de ce rapport. La commission manquerait à son devoir si, au terme de ses travaux, elle ne rendrait pas un juste et plein hommage aux cadres et aux troupes des forces terrestres, maritimes et aériennes qui, directement ou indirectement, défendirent Dien Bien Phu pendant 57 jours et 57 nuits sans que leur cueil défaillît. Si leur fermeté d'âme, leur esprit de sacrifice, leur fidélité à l'honneur et au devoir n'ont pu leur épargner une défaite dont les causes les dépassèrent, les vertus militaires ont du moins inscrit la défense de Dien Bien Phu au nombre des actions de guerre glorieuses et mémorables dont ils ont le droit de s'enorgueillir et dont la nation doit leur être reconnaissante. Voilà, et il y a toute une série de
de louanges dans la presse du même calibre. Pour les Vietnamiens, c'est évidemment une victoire. Donc là, vous voyez par exemple une affiche qui est faite le 6 mai, donc juste avant la victoire officielle, on va dire. Et de la même façon, les Vietnamiens vont inscrire cette victoire décisive dans la longue liste de leurs victoires contre les envahisseurs étrangers et en particulier, tout particulièrement les Chinois. Vous savez, les Chinois ou les Sino-Mongols qui ont régulièrement, dans l'histoire du Vietnam, envahi au moins le nord du pays. Et Ho Chi Minh exalte aussi l'esprit de sacrifice, d'héroïsme des soldats de l'armée populaire, général Giap aussi également, donc ça c'est évident. L'exemplarité de la bataille de Bien Phu renforce la légitimité de la République démocratique du Vietnam, en interne bien sûr, mais aussi du point de vue de l'extérieur. Je vous ai dit tout à l'heure le retentissement et l'impact qu'elle avait eu sur notamment les nationalistes algériens. Le mythe va se consolider progressivement et la mémoire se sacraliser en quelque sorte. Et là, il faut peut-être périodiciser un petit peu les choses. Alors, on a d'abord l'impact des guerres d'Algérie et du Vietnam. Pendant ces guerres, la connotation négative de Dien Bien Phu, on l'a vu, donc a dominé la réflexion politico-stratégique des milieux politiques et militaires en France, comme aux États-Unis d'ailleurs. Le syndrome de la défaite indochinoise et de l'abandon des populations locales, vietnamiennes, cambodgiennes, laotiennes ou minoritaires, qui avaient combattu du côté de la France, a suscité dans les rangs de l'armée française des théories, des méthodes de guerre psychologique et contre-révolutionnaire, nées des leçons que certains officiers, je dis bien certains, pas tous, ont cru pouvoir tirer de leur expérience indo-chinoise. Ces méthodes n'étaient pas exemptes de contradictions, de déviations. Elles ont nourri un processus de politisation de l'armée qui aboutit, je dirais de manière assez logique, à la tentative de putsch d'avril 1961 à Alger. Alors, on passe assez vite parce qu'il y a pas mal de travaux sur cette question qui ne regardent pas directement le sujet de cet exposé. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre d'Algérie, puis ensuite la guerre du Vietnam, l'impuissance des Américains, malgré leur formidable machine de guerre, malgré leurs moyens impressionnants, et de fait, ils vont utiliser toute la panoplie de leurs moyens militaires au Vietnam, en dehors de la bombe atomique, encore que son usage ait été étudié, notamment au moment de la bataille de Khe Sanh en 1968, jusqu'au plus haut niveau. Mais heureusement récusé par le président Johnson. Malgré cette débauche de moyens militaires, les Vietnamiens résistent et du coup, on voit bien que l'engagement militaire français est réévalué en quelque sorte, alors qu'il avait un peu sombré dans la mémoire collective française. On a un certain nombre d'articles qui évoquent à nouveau la guerre d'Indochine et cette fameuse bataille de Dien Bien Phu, où au moins les Français, avec leurs moyens, s'étaient battus en minorité d'ailleurs, on peut dire à 1 contre 4 ou 5, voilà, à peu près, oui. Ça dépend si on intègre les forces irrégulières ou pas. Mais en gros, voilà, ça permet aux Français de réévaluer le statut de leur propre guerre. J'en veux pour preuve cet article du général Brisset au moment, vous savez, de la révélation par la presse du massacre, justement, c'est un lapsus révélateur, du massacre de My Lai. Voilà, je cherchais le nom du village où il s'est produit en 1968, mais là, le massacre est révélé seulement en 1969, et on parle d'un Ouradour-sur-Glane, effectivement, vietnamien, et le général Brisset évoque ce massacre. Combien d'ouradours anonymes, inutiles, par B-52 interposés, le Vietnam martyr n'a-t-il pas subi? Dien Bien Phu était une bataille. La guerre américaine, que nous avions qualifiée naguère de Dien Bien Phu à la puissance 10, se réduit à un carnage. Alors, quant aux dirigeants vietnamiens, il ne manque pas une occasion d'invoquer les lustres précédents de Dien Bien Phu dans la guerre contre les Américains
pour mobiliser leurs concitoyens face à un adversaire qui est bien plus puissant. Et au début de la guerre aussi, avant même que les Américains n'envoient les Marines, les B-52, leurs chasseurs bombardiers au Nord-Vietnam, Dien Bien Phu fait fonction de facteur de cohésion dans cette mobilisation entreprise de mobilisation de la population. Et lors du 10e anniversaire de la bataille, donc en 1964, nous sommes à la veille des incidents du golfe du Tonkin qui vont permettre, en tout cas que le président Johnson va exploiter pour américaniser la guerre quelques mois après. Eh bien, le fondateur de la République démocratique du Vietnam, Ho Chi Minh, dit ceci: c'est une victoire de notre peuple qui est aussi une victoire commune à tous les peuples opprimés dans le monde. La victoire de Dien Bien Phu a fait ressortir avec éclat une des vérités premières du marxisme-léninisme relative à notre époque. Toute guerre d'agression des impérialistes conduit inéluctablement à la défaite. La révolution de libération nationale est nécessairement victorieuse. Vous avez un discours aussi extrêmement déterminé qui joue à la fois sur le nécessaire et l'idéologie et qui instrumentalise bien sûr Dien Bien Phu pour renforcer la cohésion de cette société vietnamienne. Le régime aura recours à Dien Bien Phu à plusieurs reprises, enfin en tout cas au concept de Dien Bien Phu à plusieurs reprises dans le cadre de cette guerre, et en particulier au moment des bombardements massifs de B-52 sur Hanoï et sa région, donc en décembre 1972, quand Nixon, vous savez, décide de renvoyer les B-52 pour précipiter la signature de l'accord de Paris, eh bien les Vietnamiens vont évoquer le Dien Bien Phu aérien. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec une victoire sur les Américains, mais je crois qu'il faut y voir une sorte de cri de ralliement, de cri de résistance face effectivement à un adversaire qui déploie une incroyable armada de B-52, de chasseurs bombardiers pour tenter de forcer les dirigeants nord-vietnamiens à revenir à la table des négociations. Alors, il me reste peut-être quelques minutes à peine, d'accord, pour conclure rapidement cette deuxième partie avant la conclusion générale, eh bien, pour dire que Dien Bien Phu a aussi été un facteur de rapprochement. Alors, je voulais vous parler rapidement, mais voilà, on peut le faire très vite, donc de cette première cérémonie que j'évoquais donc, dans la Cour d'honneur des Invalides, présidée pour la première fois par le président de la République, en l'occurrence c'était Jacques Chirac, pour le 50e anniversaire. Donc c'était le 7 mai 2004, en présence, pour la dernière fois, si je peux dire, de l'association des membres de l'Association nationale des combattants Dien Bien Phu, association qui était née cette petite famille d'anciens combattants qui se réunissait régulièrement depuis Dien Bien Phu et qui s'est constituée en association nationale en 1975, ça ne s'invente pas, l'année de la chute de Saigon. Et effectivement, il réclamait, son président, notamment le général de Biret, réclamait depuis plusieurs années donc une commémoration, une cérémonie en hommage aux combattants de Dien Bien Phu et à tous les morts de cette bataille. Et cette cérémonie a eu lieu donc le 7 mai 2004 dans le cadre du 50e anniversaire. Et là, je vous incite à relire le discours de Jacques Chirac parce qu'il est empreint de cette dimension héroïque de la bataille qu'il compare à la bataille de Roncevaux. Donc il y a toute une litanie effectivement là, de qualificatifs qui sont assez impressionnants. Au Vietnam, la mémoire de Dien Bien Phu a donné lieu aussi à une orgie de commémoration, de séminaires officiels, de mise en scène audiovisuelle. Il y a toute une politique aussi de rénovation des lieux sur place. Peut-être vous les avez fréquentés. Donc les anciens combattants ne s'y retrouvent plus tellement d'ailleurs parce que tout a été reconstitué. On a refait même les tranchées, les blocos, etc., etc. Bien sûr, Dien Bien Phu a sa place dans les manuels d'histoire vietnamiens, mais c'est une place assez sobre, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. Et je me suis amusé à reprendre quelques manuels vietnamiens et à les faire traduire de manière très précise pour éviter toute erreur d'interprétation. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Et puis depuis le 50e anniversaire, Dien Bien Phu
acquis, et je crois qu'on le doit aussi au général Giap, au Vietnam, une dimension d'exaltation, je dirais, d'un esprit, un esprit de résistance, un esprit d'égalité. Et Giap s'est servi de cet concept-là d'esprit Dien Bien Phu pour, comment dirais-je, critiquer implicitement le gouvernement. Vous savez que Giap, donc l'icône, le héros de Dien Bien Phu, qu'on associe spontanément d'ailleurs à la victoire vietnamienne, a été évincé progressivement du bureau politique, du sommet du pouvoir au Vietnam, et qu'il incarne une forme de critique du gouvernement. Et en l'occurrence, dans les années 2000, il a effectivement critiqué indirectement, bien sûr, en creux, certaines décisions du gouvernement qui ne lui semblaient pas aller dans le sens de l'égalité et des efforts à faire pour, en termes sociaux, médicaux, etc., au Vietnam. Une critique aussi très implicite de la corruption vietnamienne. Donc l'esprit de Dien Bien Phu perdure au Vietnam. Et je terminerai donc cette évocation par quelques mots du rôle que la mémoire de la bataille a joué dans les relations franco-vietnamiennes. Et là, c'est un rôle extrêmement constructif. À l'issue de la guerre froide, 1989-90, vous savez, c'est le moment où les Vietnamiens retirent leurs troupes du Cambodge, et c'était la condition que la communauté internationale avait émise pour renouer le dialogue avec le Vietnam. Et la France va s'engouffrer dans la brèche, d'autant plus facilement qu'elle n'a jamais rompu officiellement avec le Vietnam communiste, même pendant l'occupation du Cambodge. Et le film de Pierre Schoenhofer, le tournage du film, c'est une sorte de première coproduction franco-vietnamienne, va être le test, en quelque sorte, du rapprochement franco-vietnamien post-guerre froide. Donc, c'est pris très au sérieux de part et d'autre, parce que ça engage nécessairement des soldats et vietnamiens et français, plusieurs centaines de soldats, une centaine de parachutistes français. Petite parenthèse, difficile à recruter parce que nous étions en pleine guerre du Golfe en 1991 et que le général Schmitt, ancien de Dien Bien Phu lui-même, avait d'autres chats à fouetter, mais il a trouvé quand même centaines de parachutistes français pour répondre aux besoins de Pierre Schoenhofer, lui-même ancien caméraman à Dien Bien Phu et ancien prisonnier. Et le tournage a pu se faire, et d'après les échos que les uns et les autres ont donné de ce tournage, il y a eu beaucoup de partage, beaucoup d'émotions de part et d'autre. Et ça a été un franc succès. En tout cas, je parle du tournage, le film, je le laisse à votre appréciation, mais le tournage a été, du point de vue, si vous voulez, un peu politico-militaire, un succès franco-vietnamien. Et ce qui permet ensuite la visite du président François Mitterrand en 1993, qui est la première visite d'un chef d'État occidental et d'un président français fortiori, non seulement donc au Vietnam, mais sur le site de Dien Bien Phu que vous voyez ici. Vous le voyez donc s'entretenir avec Giap en l'occurrence. Et je voulais conclure sur la difficulté pour la France à créer un lieu de mémoire, je dirais un peu consensuel à propos de Dien Bien Phu et plus largement de la guerre d'Indochine. Le seul monument aux morts que vous avez au Vietnam et à Dien Bien Phu est celui qui a été érigé par un légionnaire allemand à son initiative privée. Donc c'est même pas un monument officiel de la République française. Donc vous le voyez ici dans les rizières, et il continue d'être à peu près entretenu. Et on a toute une face, je dirais, plus sombre de la bataille. Je répondrai volontiers à vos questions pour laisser un peu de mystère, qui a été éclairé notamment par les ouvrages que nous avons publiés une petite dizaine d'années. Le dernier a été réédité en 2012 en collection poche chez Talandier, qui a émergé et qui complète l'aspect héroïque un peu que j'ai évoqué dans cette intervention. Et le même travail a été fait du côté vietnamien, avec un ouvrage traduit en français en 2010, qui est la première entreprise d'histoire orale, avec de nombreux témoignages qui sont tout à fait intéressants, parce que pour la première fois, ils sont, je dirais, tout simplement humains. Les anciens combattants, il n'y a pas que des anciens combattants, d'ailleurs aussi des infirmières, etc., des civils, qui racontent leur
leur vision, leur témoignage donc sur cette bataille, et qui est pour la première fois une histoire incarnée, si vous voulez. Jusqu'à présent, c'était l'histoire officielle, très glorieuse, au niveau du parti, des dirigeants politiques et militaires. Et enfin, depuis quelques années, nous avons cette première version de l'histoire, je dirais, par le bas. Et je prépare donc avec celle qui a coordonné ces paroles de Bodoï, pour faire écho à nos paroles de Dien Bien Phu, un nouveau petit ouvrage qu'on va écrire cette fois à deux, et j'espère vous le présenter dans quelques mois. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à Pierre Journoud pour cette conférence fascinante qui montre à la fois la diversité des enjeux de la bataille, la complexité de l'impact, du côté français, du côté vietnamien au sens large, du côté des Américains, et également toutes ces mémoires. Il a tout à fait raison d'employer le pluriel et d'attirer notre attention sur ce pluriel, toutes les mémoires concurrentes qui peuvent exister de cette bataille. Nous disposons de 5 minutes, et 5 minutes seulement, pour poser quelques questions. J'en profite pour vous demander de poser les questions les plus brèves possibles pour permettre au plus de monde possible de prendre la parole. Merci. Monsieur. S'il vous plaît. Le général a disséqué toutes les batailles de Napoléon. Oui. Batailles et tout. Et bon, il a appris beaucoup de choses. Tout à fait, c'est vrai. Deuxièmement, je pense que nous avons perdu la fine fleur à Dien Bien Phu de l'armée. Oui, vous évoquez effectivement l'héritage de la culture stratégique en fait héritée du général Giap, et c'est très intéressant parce que il s'est abreuvé à plusieurs sources comme souvent, mais en particulier aux sources françaises. Alors, il connaissait très bien, il avait enseigné l'histoire au lycée privé Tai Long près de Hanoï, il connaissait très bien la Révolution française et les campagnes napoléoniennes beaucoup mieux que les étudiants d'histoire français d'aujourd'hui. Et en effet, il a tiré des leçons très précises sur la surprise, sur la logistique des campagnes napoléoniennes. Et il a eu d'autres sources d'inspiration. Et il faut pas les négliger parce qu'on a tendance à focaliser sur la Chine, Sun Tzu, etc. Mais les Vietnamiens aussi ont de grands stratèges qui ont laissé des écrits absolument passionnants, très modernes pour leur époque, XIIIe siècle, XVe siècle. Et vous trouvez un patrimoine qui est absolument considérable. Oui. Comment expliquer la durée de la bataille alors que dès le début, une bonne partie du dispositif a été submergée, que le soutien aérien s'est vite avéré impossible et que, troisièmement, l'artillerie française s'est avérée très inférieure en termes d'appui-feu à l'artillerie vietnamienne? Oui, alors là on revient sur la bataille, ce qui n'est pas l'objet de ma conférence, mais je réponds volontiers. C'est, à mon avis, le fait que les bataillons ont été réalimentés régulièrement. On a parachuté, vous savez, plusieurs centaines de combattants par la voie aérienne, et également par le fait que les Vietnamiens, et ça on le sait depuis peu, ont connu de réelles difficultés aussi. Il y a eu 2 moments critiques même dans cette bataille, fin mars et fin avril, et on a maintenant des témoignages qui permettent pas de tout préciser, mais d'avoir une vue un peu plus intéressante de ces épisodes. Et en l'occurrence, on le sait qu'il y a eu des mutineries, donc probablement une chute du moral, l'ampleur des pertes, l'absence d'issue, etc., a fait que le général Giap et ses subordonnés ont recadré les choses donc au mois d'avril, qui a été le mois le plus difficile pour les forces en présence, et procédé à des campagnes de rééducation, de rectification, comme on les appelait à l'époque dans ce régime. Donc aussi à des mises à l'écart, des purges, etc. Donc c'est quelque chose qui a été assez sérieux, et il ne faut vraiment pas sous-estimer les difficultés que les Vietnamiens ont rencontrées du début à la fin de la bataille pour aboutir à cette victoire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Quelle a été l'influence d'Dien Bien Phu sur les colonies voisines qui étaient le Laos et le Cambodge? Parce que là, vous avez parlé de l'influence sur la Cochinchine, en fait, et sur le Hanan, mais sur le... Oui,
sur le Cambodge et sur le Laos, quelle a été l'incidence? Effectivement, c'est une question tout à fait importante. Il ne faut pas oublier que la bataille de Dien Bien Phu est déclenchée précisément pour protéger le Laos, qui fait figure à l'époque de meilleur élève de la classe du point de vue français. C'est-à-dire que le Laos a signé un traité de coopération, d'amitié, de coopération avec la France en 1953. C'est d'ailleurs au nom de ce traité que le général Navarre va fonder son choix de livrer bataille à Dien Bien Phu. Et de ce point de vue, ça sera aussi la défense de Navarre après l'issue de la bataille, Dien Bien Phu a fonctionné, puisque pourquoi le général Navarre a décidé effectivement de parachuter les premiers éléments de l'opération Castor, donc en novembre 1953, c'est parce qu'il y avait l'avancée d'une, puis de plusieurs divisions d'élite vietnamiennes en direction du Laos. Et là, quand on critique le choix effectivement du général Navarre, on a tendance à oublier qu'il faisait face à une situation qui pouvait devenir dangereuse, non seulement pour le Laos, mais aussi pour le sud Vietnam, parce que si vous suivez ce qu'on appellera plus tard la piste Ho Chi Minh, vous atterrissez directement au Cochinchine et vous menacez le cœur de notre colonie à l'époque. Donc effectivement, c'était un choix qui était justifié par la nécessité de protéger le Laos. Et s'agissant du Cambodge, Sihanouk avait déjà obtenu en fait une indépendance en 1953 aussi. Donc on était effectivement dans un autre cas de figure. Je ne sais pas comment eux-mêmes ont vécu la bataille de Dien Bien Phu, probablement avec des sentiments un peu mélangés, j'imagine. Parce que Sihanouk était désireux, et c'est pour ça que le général de Gaulle plus tard va s'appuyer sur lui au Cambodge, d'acquérir une certaine indépendance dans les relations internationales, et donc une forme de neutralité entre le monde communiste et le monde anticommuniste dominé par les États-Unis dans la région. Pourquoi est-ce que le soutien aérien américain n'est pas d'intérêt? Pourquoi pas de soutien américain pourquoi Eisenhower a mis son feu rouge à l'opération Vautour, qui prévoyait donc de bombarder massivement les dépôts d'armement de l'armée populaire à quelques dizaines de kilomètres de Dien Bien Phu, pour des raisons politiques. L'un des derniers ouvrages sur la question aux États-Unis a d'ailleurs obtenu le prix Pulitzer 2013, Frédéric Tocqueville, The Embers of War. C'est un très bel ouvrage, un gros pavé que j'espère pouvoir faire traduire en France, parce que il présente Eisenhower comme beaucoup plus convaincu de la nécessité d'une intervention qu'on ne l'avait dit jusqu'alors. Donc vous voyez que l'historiographie continue d'évoluer sur ce sujet. Pourquoi en tout cas a-t-il refusé? D'abord parce qu'il voulait s'adjoindre du soutien britannique. Et les Anglais étaient contre l'intervention à Dien Bien Phu. Churchill en personne s'y est opposé. Et il voulait également, Eisenhower, que l'intervention se fasse dans le cadre d'une action collective. Donc, non seulement les Britanniques, mais aussi d'autres puissances, et pourquoi pas asiatiques. Et ce sera aussi l'échec à court terme, parce que vous savez, l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, l'OTAS, naîtra en fait de ses premiers projets après la fin de la guerre d'Indochine, donc en septembre 1954. Mais Eisenhower a jugé que les Français n'étaient pas, qu'il ne fallait pas prolonger en fait la survie d'une guerre coloniale. C'est un peu comme ça qu'elle était perçue aux États-Unis, même si l'argument de l'anticommunisme était déjà très très fort. En tout cas, c'est une guerre qui a marqué tous les présidents américains. On va beaucoup parler de Kennedy dans les semaines et les jours qui viennent. Kennedy était allé en Indochine en 1951. Il était marqué par l'impuissance des Français face à l'armée populaire. Tous les présidents qui vont avoir à prendre ensuite des décisions importantes au Vietnam ont déjà des responsabilités comme sénateurs, comme président du groupe démocrate pour Johnson, etc. Et ont été marqués vraiment par cet épisode. Juste un mot sur la mission Crève-Cœur. La mission Crève-Cœur, c'était une colonne de secours qui porte bien son nom, puisqu'elle elle n'est jamais parvenue au but qu'elle s'était fixé. Il y a mission Crève-Cœur, c'est-à-dire une tentative d'une colonne de secours de rejoindre via effectivement le Laos la base de Dien Bien Phu pour soutenir les combattants, envisager une sortie, etc. Et mais si vous voulez,
déjà, la situation s'est détériorée plus vite avant qu'elle n'arrive, mais surtout, Dien Bien Phu était complètement encerclée, en fait. Donc, même si elle était arrivée à temps, elle n'était pas suffisamment forte pour rompre la ligne d'investissement continu que l'armée populaire avait pris soin de définir donc autour du camp retranché. Et bien sûr, la France n'avait pas la puissance de feu qui a permis, par exemple, aux Américains d'inverser la situation à Khe Sanh, dans la fameuse bataille qu'on a souvent comparée à Dien Bien Phu. Merci, cher Pierre Journeau, pour toutes ces réponses.